commencer, explique-nous, parle-nous de ton expérience, de qui tu es, de tes liens avec l'Afrique, de ce que tu as fait là-bas, et peut-être de comment tu t'es spécialisé sur les liens France-Afrique. En fait, moi j'ai commencé, j'avais fait des études de sociologie. Ensuite, j'ai fait de l'ethnologie. Ce qui m'intéressait en Afrique à cette époque-là, c'était les systèmes de parenté. Je trouvais ça extraordinaire. Je veux dire que finalement, l'oncle compte plus que le père, etc. Et c'est à travers les systèmes de parenté. Donc j'ai fait la sociologie, j'ai fait de l'ethnologie, et j'avais fait un rapport une thèse en fait sur les Toubous du Nord Tchad, où il y avait à l'époque, il y avait rue du Four un centre des hautes études africaines et malgaches. Et là, j'avais trouvé, c'était extraordinaire, il y avait des documents incroyables, et il y avait à un moment donné des trombones. On disait il fallait des trombones, c'était à expurger. Ça veut dire en fait, on aurait dû expurger un certain nombre de passages de ces rapports où la France, enfin la France de l'époque montrait les militaires français comment ils avaient colonisé un peu la région, comment ils avaient imposé la culture du coton au Tchad et au Cameroun. Donc c'est comme ça que je suis arrivé sur l'Afrique. Et puis bon, j'avais pas envie d'être ethnologue et j'ai commencé dans un petit groupe qui s'appelait DIAFRIC, la documentation africaine. Et à cette époque-là, c'était un groupe, je suis rentré comme rédacteur économique, et qui s'intéressait uniquement aux rapports franco-africains, mais sur le mode économique. Et ça m'a donné une matière incroyable sur le business français en Afrique, à la période qui était celle de la France-Afrique. Quelle année à ce moment-là? En fait, je suis rentré, j'étais en 77-80. C'était vraiment la France-Afrique à l'ancienne. Ça veut dire, en fait, pour moi, France-Afrique, c'est les indépendances des années 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 81, 89, 90. Et c'est vrai qu'il y avait un système, pour faire court, intégré, ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est un système intégré, politique, militaire, financier, économique. Politique, parce que des anciens présidents africains comme Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire ou Léopold Sédar Senghor du Sénégal, les jeunes ne savent pas, mais ce sont des présidents africains qui avaient été ministres dans des gouvernements français avant les indépendances. Il y avait des présidents Et comme... Léopold Sédar Senghor, qui est ensuite président qui est président du en Sénégal. 1960 du Sénégal. Voilà, c'est en 60, lui, il devient président d'une indépendante. Mais pourquoi est-ce qu'il est autant francophile, pas simplement francophone? Parce que lui, il a été complètement, il a été formé, il était complètement dans une relation intime avec la France. C'est pour ça qu'on dit France-Afrique, parce que la France a exporté dans ces pays uniquement sa politique. Donc il y avait des systèmes politiques, financiers parce qu'il y avait un franc des colonies qui s'appelle le franc CFA, militaire parce que la France était la seule puissance extérieure au continent à avoir des bases, et économique parce qu'au nom de la lutte contre l'Union soviétique, finalement, les propres alliés de la France occidentaux lui laissaient gérer à sa guise ces 13 anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc, pour que les gens comprennent bien, la France-Afrique, c'est cette période entre les années 60 à l'indépendance des pays d'Afrique, on parle d'Afrique de l'Ouest, j'imagine, des anciennes colonies françaises, jusqu'aux années 90, comment la France a gardé son influence, en fait, par des rapports économiques, financiers, militaires. C'est ça, la France-Afrique. Exactement, ça veut dire on comprend la France-Afrique si on place ça sur un temps historique. Ça veut dire il y avait l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Hein, l'Afrique centrale, c'est des pays comme le Gabon, le Centrafrique, le Cameroun, le Congo-Brazzaville. Et puis l'Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on connaît, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin. Il y a 13 pays qui avaient une relation intime avec la France sur le plan diplomatique. C'est ce qui faisait la force de la diplomatie d'influence de la France. Tous ces chefs d'État votaient comme un seul homme en faveur de la France, y compris au moment de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire en faveur de la France sur des politiques internationales, sur quoi? À travers des institutions internationales? Absolument. Par exemple, quand il y avait un vote aux Nations Unies sur quand les Américains mettaient la pression à la France pour la fin de la guerre en Algérie,
À partir de ce moment-là, la France faisait voter comme un seul homme tous ces pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, les présidents qu'elle connaissait, avec qui elle avait une intimité, en sa faveur contre l'indépendance de l'Algérie, demandée par exemple par les Américains. C'était une période historique et on ne comprend pas la France-Afrique si on ne comprend pas ce système intégré très puissant, avec assimilationniste, avec des centaines, des milliers de coopérants français qui étaient présents dans ces pays. Et ça se traduit par quoi, un peu plus concrètement, pour que les gens comprennent ces liens entre France-Afrique? C'est quoi? C'est des chefs d'État qui se rendent régulièrement en France? C'est des intérêts financiers? C'est peut-être de la corruption? C'est quoi? C'est des accords de coopération? C'est-à-dire, ce sont des accords de coopération, ce sont des accords de défense qui, à l'époque, étaient secrets. Par exemple, il y a un accord de défense avec un pays comme le Gabon, qui faisait en sorte que le Gabon garantissait à la France un accès à ces matières premières stratégiques qui étaient le pétrole, l'uranium et le manganèse, un accord de défense secret en disant que la France était prioritaire et avait une disponibilité totale de ces produits à bas prix. Et c'était stratégique parce que dans les années 60, quand la France s'est fait virer au moment de l'indépendance de l'Algérie, elle n'avait plus des ressources pétrolières. Elle a trouvé en Afrique centrale, en particulier au Gabon, mais par exemple au Niger pour l'uranium, au Gabon pour le pétrole et le manganèse, des ressources à bas prix. Et c'était, dans sa politique d'influence, c'était extrêmement puissant. C'était d'une période où, en même temps, elle garantissait à ses présidents qu'elle avait cooptés au pouvoir, ça veut dire les gens qui étaient au pouvoir, que ce soit dans un pays comme le Togo ou le Centrafrique, c'était très souvent des anciens adjudants-chefs de l'armée française, comme le président général Eyadema au Togo, comme celui que les gens ont connu comme le maréchal qui s'est intitulé maréchal Bokassa en Centrafrique. Les jeunes ne savent pas, ils ont d'abord été adjudants-chefs dans l'armée française. Et après, ils ont été quoi? Parachutés à ces endroits-là Alors dans les pays? ensuite, ils étaient nommés, voilà, c'est-à-dire la France favorisait leur accès au pouvoir. Ils étaient même élus dirigeants des pays, mais bien sûr en truquant totalement les élections. Ils étaient cooptés au pouvoir. Quand on dit cooptés, ça veut dire installés au pouvoir. Et ils étaient dans la diplomatie d'influence de la France. Et à l'époque, je veux dire, il n'y avait pas de concurrence. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est très important quand on parle de France-Afrique de mettre ça sur un plan historique. 60, chute du mur de Berlin, 89-90. Qu'est-ce qui s'est passé en 89-90? C'était à l'époque de François Mitterrand. Et au lieu de faire une grande réunion avec ces chefs d'État en leur disant, bah, écoutez, maintenant... le monde entier, il y a eu la chute du mur de Berlin en Europe, il y a une redistribution, on n'est plus du tout dans la période de la guerre froide, de la lutte contre l'Union soviétique. Mais finalement, la France a continué à faire comme si elle était chez elle en Afrique. Elle a continué, et de petit à petit, ses propres alliés occidentaux, ça veut dire en particulier européens, l'Allemagne, l'Espagne, etc., les Italiens, qui pendant cette période dont on vient de parler de la guerre froide, n'ennuyaient pas la France, ils considéraient qu'ils étaient en vol de canard derrière la France. Quand il y avait un problème en Afrique, dans la zone franco-africaine, ils demandaient qu'est-ce qu'il faut faire dans tel et tel pays. Ben, eux, ils avaient leur propre politique. Pour moi, le symbole, par exemple, je revois un pays comme le Sénégal, à un moment donné... encore il y a une dizaine d'années, on voyait le président allemand Frank Steinmeier avec le président sénégalais Macky Sall de l'époque. Et dans une main, il tenait le président Frank Steinmeier d'Allemagne, et de l'autre main, il avait le président turc Erdogan. Et ensemble, ils inauguraient un immense stade. C'est-à-dire la France n'avait plus la parole. La France avait déjà perdu ses marchés. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Ça avait été en 2010. C'est ce qui symbolise la perte d'influence et la la fin perte de la d'influence. France-Afrique. Quoi d'autre sur ces liens France-Afrique? Alors, sur les liens France-Afrique, ce qu'il faut comprendre, c'est l'importance de la coopération française. Il y a eu des dizaines de milliers de coopérants qui exerçaient le véritable pouvoir dans les ministères en Afrique. Moi, j'ai connu les Ivoiriens qui ont beaucoup d'humour.
il y avait le ministère du Plan en Côte d'Ivoire, il avait surnommé le ministère du Blanc. Ça veut dire que c'était vraiment toute une période historique qui faisait que à Abidjan, même dans les années encore 1980, il y avait encore, c'est à l'arrivée même de Mitterrand au pouvoir, les socialistes au pouvoir, il y avait encore 50 000 coopérants français, il y avait 50 000 Français en Côte d'Ivoire, dont des dizaines de milliers de coopérants, et c'est eux qui exerçaient réellement la réalité du pouvoir. Contre combien aujourd'hui? Oh, maintenant, il n'y a plus que... Enfin, il y a par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a très peu de coopérants. Je veux dire, on est passé de 50 000 Français, il y a peut-être 6 000 7 000. Enfin, il y a des binationaux, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était dans tous ces pays. Dans tous les pays, quand on parle des pays encore 10 000 Français, mais il y a toute grande partie. Puis il n'y a plus de coopérants, il n'y a plus de coopérants, il n'y a plus de ministère de la coopération non plus. Les militaires français sont rapidement trouvés hors sol. Dans les pays sahéliens, c'est pour ça qu'ils ont été facilement balayés après une succession de coups d'État. On en reparlera justement de ça et de cette opération Serval puis Barkhane. Comment elle a perdu cette France-Afrique après les années peut-être 90-2000? La France n'a pas compris la mondialisation de l'Afrique. Ça veut dire qu'elle était dominante et elle était hégémonique et seule dans 13 pays du continent pendant toute cette période de la guerre froide. À la chute du mur de Berlin en 89-90, tout le monde regardait, en particulier en France, du temps de Mitterrand, il regardait la réunification de l'Allemagne, à laquelle le président Mitterrand lui-même ne croyait pas, et considérait encore que c'était l'Afrique à l'ancienne. Ça veut dire qu'on pouvait continuer, c'était l'Afrique française, l'Afrique de papa, l'Afrique où elle se croyait encore chez elle en Afrique. Elle n'a pas vu, moi j'ai vu dans les milieux patronaux français, quand je les interrogeais, je me dis, mais enfin, il y avait beaucoup de Chinois maintenant en Afrique et tout. On me répondait, mais Antoine, tu nous emmerdes avec les Chinois. Ils me disaient les Français... Tu te rendais régulièrement en Afrique, toi? Oui, je me rendais régulièrement en Afrique, mais surtout dans les milieux patronaux français que je connaissais. Je leur disais, mais enfin, vous voyez bien quand même les contrats des Chinois, etc. La France n'est plus chez elle en Afrique. Les chefs d'État, même ceux que vous avez cooptés au pouvoir, ils ont compris que maintenant, ils avaient quand même des alternatives avec vos propres partenaires européens. Mais on me disait, mais Antoine, les Chinois, ils auront besoin de nous pour parler à nos amis africains. Moi, mes copains, ils me disaient en Côte d'Ivoire, ils me disaient, mais Antoine, les Chinois, ils montent dans nos bus, ils vivent comme nous, alors que vous vivez dans des belles villas à Cocody. Donc, la France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Les Américains, les Européens, tous les Occidentaux en général, ils considéraient que, pendant toute cette période de guerre froide, on n'emmerdait pas la France. La France, c'était sa colonie. Elle permettait aux Occidentaux de faire un barrage contre l'Union soviétique. Donc, on laissait la France gérer à sa guise ces 13 anciennes colonies sur le plan, encore une fois, système intégré, sur le plan militaire, financier, économique. On foutait la paix à la France pendant 30 ans, de 60 jusqu'à 89-90. Mais ensuite... Pourquoi ça change? Parce que c'était open bar. À partir du moment où il n'y avait plus la lutte contre l'Union soviétique, pourquoi est-ce que si vous êtes européen, allemand ou américain, à partir du moment où c'est la fin de la guerre froide, pourquoi est-ce que la France va encore bénéficier de parts de marché à 50-60% des matières premières aussi à bas prix dans une zone qui est open bar? Maintenant, tout le monde peut aller dans cette zone des 13 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, mais la France a continué à faire comme si elle était chez elle en Afrique. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que finalement, on continuait à gérer, on n'a pas vu arriver les coups d'État dans les pays du Sahel. L'armée française n'a pas vu qu'elle était décalée par rapport aux réalités du terrain. Elle a continué, par exemple, il faut donner des exemples concrets. La France, par exemple, a soutenu l'élection d'un monsieur qui s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka au Mali, alors qu'elle n'a pas vu les révoltes des jeunes, elle n'a pas vu que, pour faire court, pendant que la France a continué à faire le gendarme de l'Afrique, ses propres partenaires faisaient du business. Ils faisaient du business pendant que la France continuait à faire le gendarme. Et petit à petit, ils ont fait de plus en plus de business
et ils ont laissé tomber la France. Et la France s'est retrouvée en porte-à-faux dans la plupart de ces pays. Quand la France s'est fait balayer, l'armée française s'est fait balayer, on n'a pas beaucoup entendu les autres pays occidentaux la défendre. Quand tu parlais de changement profond et que la France n'a pas compris la mondialisation, est-ce que c'est aussi à partir peut-être des années 90 ou en tout cas fin 20e, les pays du monde entier qui commencent à comprendre qu'il y a des terres rares et qu'avec l'arrivée des voitures électriques et de tout ce qui se modernise, on se dit peut-être qu'il va falloir aller chercher un peu plus en Afrique des contrats parce que c'est là aussi où se joue l'avenir du monde, quoi, quelque part. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est vrai que à la chute du mur de Berlin, la France s'est fait piéger. Quand la France a resté présent sur le plan militaire, s'est trouvé décalé entre la sécurité qu'elle exerçait auparavant et la mondialisation de l'Afrique. C'est vrai que c'est la première chose. Ensuite, maintenant, on est dans une nouvelle période historique. La nouvelle période historique, c'est une Afrique qui redevient totalement géostratégique. Et la France n'a pas non plus compris ça. Ça veut dire, maintenant, elle a une part de marché sur l'ensemble du continent qui est à 2-3%, alors que les Chinois, ils sont déjà à plus de 10%. C'était combien avant pour la France ? Avant la France, à une période de la France-Afrique dont on a parlé, elle contrôlait les marchés à 50-60% dans son précaré, 50-60%. Elle était en hégémonie totale. Maintenant, elle est à 2-3% sur l'ensemble du continent. Et sur des pays où elle est peut-être encore à 6-7%, des pays comme la Côte d'Ivoire, mais ça va s'amenuiser petit à petit. Et c'est normal, c'est la mondialisation de l'Afrique. Encore une fois, elle n'a pas compris cette mondialisation. Mais maintenant, l'Afrique est rentrée dans une nouvelle période géostratégique. Ça veut dire, c'est la géostratégie minière. C'est le nouveau Far West minier africain. Le nouveau Far West minier africain, c'est la Chine qui donne le là. C'est les matières premières stratégiques de ce qu'on a dans nos portables, avec le coltan, le cobalt, principalement en République démocratique du Congo, mais il y a aussi du lithium sur l'ensemble du continent. Et l'Afrique recèle ce que tout le monde cherche, ça veut dire au niveau minerai. Que ça soit avant, il n'y avait que l'Afrique du Sud, cobalt notamment au Congo, à République démocratique du Congo pour nos puces dans nos appareils. Il y a le lithium aussi pour tout ce qui est les batteries, mais il y a aussi ce qui est en train vraiment de monter actuellement, l'or qui n'a jamais été à un niveau aussi important. Pourquoi l'or ? Parce que les monnaies du monde entier reposent sur des ressources en or. À Fort Knox, aux États-Unis, ou à la Banque de France à Paris, il y a des réserves en or. Et par exemple, l'euro, ce qui était aussi le franc français qui veut euro, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ça repose sur l'or. Les Chinois sont en train d'amasser aussi de l'or. Les Émirats, l'ensemble des pays du Golfe recherchent de l'or. La guerre du Soudan, c'est une guerre pour l'or. Donc il y en a d'un côté la guerre du Congo, République démocratique, pour surtout le cobalt, le lithium et autres. Le Soudan, c'est l'or, c'est les ressources. Le Mali, c'est le deuxième producteur d'or du continent africain. Donc c'est extrêmement important. On parle toujours des putschistes, mais le président Assimi Goïta, lui, la force d'Assimi Goïta, la force du Mali, c'est pas simplement qu'il a aussi énormément d'une diaspora extrêmement importante qui sont à l'extérieur du Mali, mais il y a énormément de ressources en or et de lithium et autres. Et les Chinois ont compris ça depuis longtemps, les Russes aussi également. Et c'est vrai que la France avait un bureau de recherche géologique et minière, mais comme elle a été très forte quand c'était lié à sa puissance financière et surtout militaire, mais elle a perdu aussi toute sa puissance même minière. Et maintenant, le vrai combat par exemple, des Américains en Afrique, eux, ce qui les intéresse, je vais être encore plus court, l'obsession de Donald Trump en Afrique, ce sont les Chinois. Et c'est dans les matières premières. Pourquoi ? Parce que les Chinois ont dit à un moment donné, nous, on n'exporte plus nos terres rares qui leur permettent, qui sont des terres extrêmement importantes dans le domaine stratégique
de la défense, de l'armement, de tout ce qui est aéronautique, et aussi les puces de tout ce qui est les portables et autres. Et donc, ils ont dit, on arrête, on n'exporte plus nos terres rares. Les terres rares qu'ils extraient sur leur propre territoire. Les terres rares qu'ils ont sur leur propre territoire. Les Chinois n'exportant plus leurs terres rares, les Américains ont compris qu'ils allaient être squeezés par les Chinois et qu'ils avaient besoin absolument d'aller en Afrique. C'est pour ça que les Américains, eux, les Russes en Afrique, les Européens sont en fait en conflit avec les Russes en Afrique, mais les Américains, leur obsession, ce sont les Chinois. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ils essayent de réconcilier des pays comme le Rwanda et la République démocratique du Congo qui sont en conflit à la frontière où il y a justement énormément de minerais. C'est pour ça que le dernier président, avant Donald Trump, même Joe Biden, nos confrères ne font pas attention, mais c'est incroyable de voir que le dernier voyage et le seul voyage de Joe Biden en Afrique, ça a été en Angola. Pourquoi l'Angola? Parce que c'est la sortie des terres rares et de l'ensemble des minerais de la République démocratique du Congo. Si vous regardez une carte, il sort de la République démocratique du Congo jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à Lobito, pour les sortir par l'Angola. Et donc, c'est pour ça que Joe Biden a été faire un voyage en Angola. C'est pour ça que... Quand tu dis il les sort, c'est le chemin que... Il y a un chemin de fer. Un chemin de fer qui va de la République démocratique du Congo jusqu'au port de Lobito, ça veut dire en Angola, pour sortir les matières premières stratégiques du continent. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez par exemple les Russes, ils veulent avoir un port à Lomé. Ils sont en train de négocier avec le président Faure Gnassingbé au Togo pour avoir un port sur l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir sortir l'uranium du Niger. Pour en revenir aux États-Unis, les États-Unis, l'Afrique redevient totalement géostratégique. Il va c'est une zone de conflit entre Américains et Chinois pour les minerais, les terres rares. La transition est toute trouvée avec la prochaine question. Qui remplace la France maintenant en Afrique? Les Chinois, les Américains, les Russes, Centrafrique, Mali, avec Wagner puis Africa Corps? Dans l'ancienne zone de ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est le monde entier. Ça veut dire les chefs d'État africains, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente et selon leurs propres intérêts maintenant, ils vont gérer leur business avec les uns les autres. Ça peut être aussi bien les Turcs. Vous avez la Turquie, on en parle peu, mais là, vous avez la grande compagnie, la Turkish Airlines. Ils ont ouvert des agences dans l'ensemble des pays africains. Moi, je me souviens du Sénégal, tu as beaucoup de panneaux sénégalais et chinois qui t'expliquent que ce projet a été financé en partenariat avec la Chine, quoi. Absolument. Et actuellement, les principaux bailleurs, ça veut dire ceux qui ont le plus prêté d'argent à l'ensemble des pays africains, ce sont les Chinois. Et autant entre pays occidentaux, pour la dette des pays africains, souvent ils font des remises de dette. Il y a des clubs en France, on appelle ça le club de Paris, et autres sur les rééchelonnements de dettes. Ça veut dire quand ils peuvent pas rembourser les dettes, on les rééchelonne. Ça veut dire si vous nous devez 100, vous pouvez pas les rembourser, vous rembourserez par paquet de 20 sur telle période rééchelonnée. Sauf que les Chinois, eux, ils négocient avec les pays africains. Ils disent vous pouvez pas nous rembourser. C'est pas grave, mais en contrepartie, vous nous donnez tel gisement. Voilà. Ça allait être justement ma question. L'intérêt de ces puissances-là, c'est récupérer économiquement des gisements pour favoriser leur économie. Est-ce qu'il y a autre chose, peut-être diplomatiquement, je pense par exemple à la Chine ou à la Russie avec la guerre en Ukraine, de peser internationalement sur des événements, sur des organisations? Est-ce que c'est le cas? Absolument. Ça veut dire à un moment donné ou à un autre, par exemple en Centrafrique, à un moment donné, c'est une anecdote, la France a eu le malheur, alors qu'elle était en Centrafrique, a été chez elle en Centrafrique, à un moment donné, c'était le président Touadéra, il avait besoin d'armement contre les rebelles.
Et les Français ont eu la bêtise de dire, ah ben, on est ennuyé, allez voir les Russes, parce que les Russes, c'est eux qui bloquent. Il y a un embargo sur vos armements aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec les 5 grandes puissances, États-Unis, Chine, les puissances nucléaires, Angleterre, anglais et français. Et là, on peut rien faire pour vous parce que c'est les Russes qui allaient voir les Russes. Et les Centrafricains ont été voir les Russes. Ils ont dit, oh ben, pas de problème, on va lever l'embargo, mais on va vous livrer nous-mêmes l'armement. Et c'est comme ça que les Centrafricains sont maintenant complètement avec les Russes. Ça veut dire quoi? Un bon exemple. Sont complètement avec les Russes. Ça veut dire quel niveau? maintenant, en Centrafrique, la France a eu tort. À un moment donné, il y avait des militaires français de Sangaris pour justement lutter contre les rebelles. La France a décidé de plier bagages. Et maintenant, il y a toujours les Nations Unies. Mais en fait, la réalité, c'est que le pouvoir en Centrafrique de Touadéra, c'était Wagner. Maintenant, c'est Africa Corps. Et Touadéra, il est récemment allé voir Vladimir Poutine. Il est complètement avec les Russes. Est-ce que ces pays-là, par exemple, ça se voit aussi sur des votes, je ne sais pas moi, à l'ONU ou... Bien sûr. C'est vrai que ça se voit aussi la façon dont les pays votent aux Nations Unies. Ça s'est vu en particulier sur la guerre en Ukraine, où les Occidentaux pensaient comme ça que tous les pays africains, en particulier les 13 pays dont on parlait, qui étaient dans l'orbite de la France, allaient voter avec les Européens contre la Russie. Et en fait, ils ont voté. La plupart se sont abstenus, mais certains ont voté pas vraiment en faveur de la Russie, mais la plupart se sont abstenus, alors que les Occidentaux pensaient qu'ils allaient voter comme un seul homme contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et en fait, ils se sont abstenus. Même des pays comme le Macky Sall, qui était à l'époque le président du Sénégal, très proche des Français, qui habituellement était passé plus de temps auprès de la Tour Eiffel que sur la place Rouge. On l'a vu à côté de Vladimir Poutine, il était président de l'Union africaine, ils se sont abstenus sur l'affaire de l'Ukraine en disant nous Macky Sall ou le nouveau président sénégalais? C'était l'ancien président Macky Sall, mais c'est la même chose avec le nouveau. Mais ce qui est plus intéressant avec l'ancien président Macky Sall, c'est qu'il était il était moins souverainiste est beaucoup plus proche de Paris que l'actuel président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Ils n'ont pas rompu avec la France, mais ils ont pris quand même un certain nombre de distances vis-à-vis de la France alors que Macky Sall était dans l'orbite française à 100%. Ils ont d'ailleurs eux aussi demandé, il y a un an, je crois, ou en début d'année, le départ des troupes françaises. Absolument, c'est avec Macky Sall, il y avait encore une base française, en particulier à Dakar et à Rufisque aussi, où il y avait des grandes antennes qui étaient très, très utiles pour l'armée française. Et l'armée française est en train de plier totalement bagage au Sénégal. Comme dans tous les pays africains, à l'exception de Djibouti. Mais Djibouti, il y a une base française importante, mais c'est plus tourné vers le Proche et Moyen-Orient. Qu'est-ce qui reste de la France-Afrique aujourd'hui? Alors, malheureusement, ce qui reste de la France-Afrique, de mon point de vue, mais c'est très, très personnel, c'est une attitude d'ensemble vis-à-vis de l'Afrique et des Africains. Paternaliste? Paternaliste, c'est exactement le mot. Ça veut dire une attitude en surplomb. Et pour moi, cette attitude vis-à-vis de l'Afrique, c'est dû à ce que j'appellerais, c'est un peu compliqué, c'est une attitude assimilationniste. Ça veut dire, pendant très longtemps, la France n'a aimé que les Africains qui lui ressemblaient. C'est une politique où la France a exporté en Afrique non seulement sa langue, bon, c'est plutôt une bonne chose, mais sa constitution, sa manière de faire, son savoir, etc. Elle ne s'est pas vraiment intéressée à l'Afrique des Africains. Elle commence un peu à le faire, il faut reconnaître ça, c'est vrai, avec Emmanuel Macron, un peu plus sur le plan culturel. Ça vient s'intéresser un peu plus aux cultures africaines,
ou je veux dire, bien sûr, France toujours s'était intéressée à l'Afrique pour ses footballeurs, ses musiciens, ses peintres, etc. Donc c'est vrai que ça s'est un peu renforcé. Mais s'intéresser à l'Afrique des Africains, c'est aux cultures africaines. Elle n'a pas compris la richesse de l'Afrique. Elle n'a pas compris, elle ne s'est pas intéressée réellement à l'Afrique parce que Elle n'y avait pas d'intérêt? elle n'avait pas d'intérêt. Elle a trop longtemps, avec cette politique assimilationniste, pensé que l'Afrique n'avait rien à apporter au monde ou à rien à apporter à la France, et donc à exporter dans tous ces pays sa culture, son savoir-faire, sa constitution, ses militaires, mais c'est pas intéressé à l'Afrique. Les Africains, pour faire court, je connaissais au Gabon, il y avait un monsieur, un médecin qui s'intéressait, qui était surtout un pharmacologue, qui s'intéressait à l'iboga et il cherchait des pharmaciens en France pour exploiter cette iboga. Il m'a dit, mais j'étais obligé d'aller. J'étais aux États-Unis, il s'intéressait beaucoup plus aux matières premières, à ce qu'on avait en Afrique, et nous, il ne s'intéressait pas vraiment à nous. Et donc, c'est s'intéresser à l'Afrique des Africains. C'est la grande différence entre la colonisation française et la colonisation britannique. La colonisation britannique, ça a été le pire et le meilleur. Le pire pour moi, c'est quand même l'apartheid en Afrique du Sud. Hein, ça veut dire, le meilleur, c'est chacun dans son club. Ils sont vraiment partis par Ils sont rapport à la vraiment France. partis en disant c'était ce qu'ils appelaient indirect rule. Ça veut dire on vous gérez vos problèmes de votre côté. Alors, c'est côté chacun dans son club un peu désagréable. Ça veut dire c'est votre problème, c'est votre problème. Un seul exemple. Quand les filles, hein, des étudiantes ou des élèves se font enlever à Chibok, au Nigeria. Les Nigérians, ils ne vont pas demander au Premier ministre britannique en disant « Ah, il faut nous aider, etc. » Nous, les Français, pendant très longtemps, quand il y avait un criquet qui stridulait dans le Sahel, on pensait que c'était notre problème à nous. C'est-à-dire on s'occupait de tout, de A à Z. À la place, on faisait à la place des Africains. Après, il y avait une crainte aussi de la France, c'était que le djihadisme s'exporte et que des attentats soient commis aussi en France. Oui, mais avant même les djihadistes, avant même le problème du djihad, la France gérait complètement tout ce qui se passait dans le Sahel avec les dirigeants qu'elle-même cooptait. Avant même, c'était elle qui décidait si il allait y avoir une fédération ou un pays. Elle gérait complètement. Elle gérait les coups. Elle avait favorisé des coups d'État dans le Sahel quand c'était des présidents africains qui n'étaient pas à sa main. Elle gérait elle-même les coups d'État avec des militaires français qui étaient formés dans ses propres armées et autres, ses propres casernes. Donc, encore une fois, c'est s'intéresser à l'Afrique des Africains, s'intéresser à la richesse de l'Afrique, s'intéresser à la langue, revoir l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique dans nos propres livres d'histoire, mais l'histoire de l'Afrique des Africains, pas notre propre histoire en Afrique, l'histoire des Africains. Très rapidement, Antoine, peut-être deux dernières questions. Un tout petit volet sécuritaire, parce que forcément c'est l'actualité. Est-ce que le départ des troupes françaises en Afrique, avec Barkhane en 2023, ne reconduit pas à une menace terroriste, sécuritaire sur la région? On voit par exemple les djihadistes aux portes de Bamako, au Mali. Alors, le problème, effectivement, du djihadisme en Afrique, en fait, c'est très difficile d'intervenir militairement s'il n'y a pas, évidemment, un pouvoir politique local qui se substitue et qui exerce son pouvoir régalien. Ça veut dire, ça ne sert à rien si ce sont les djihadistes, ce qui se passe malheureusement, qui exercent la justice dans les villages, et ben les villageois, ils vont dire, ben c'est horrible parce qu'ils vont ils vont voiler nos femmes, et ils vont exercer, on ne va pas pouvoir mettre la musique qu'on a envie d'écouter, etc. Mais en même temps, ils exercent la justice quand il y a un problème, par exemple, au niveau agraire, au niveau de tout ce qui est des problèmes. Souvent, c'est des problèmes de conflits de terre, des problèmes d'éleveurs, etc., etc. Donc, ça veut dire il faut en même temps que la France, elle a exercé contre les djihadistes, mais ce n'est pas elle qui pouvait se substituer aux pouvoirs africains. Et c'est le problème de fond. C'est pour ça que la France s'est fait balayer. C'est que quand
un certain nombre finalement de militaires se sont emparés du pouvoir. Dans un premier temps, il y avait un assentiment populaire, sauf que ils s'installent au pouvoir et puis ils exercent maintenant. Il y a plus de, ils enferment les anciens ministres. Ils suppriment les partis politiques. Il n'y a plus de démocratie. Donc, ce sont des pouvoirs militaires. Mais je vais dire, en même temps, c'est vrai que les populations se trouvent entre des pouvoirs militaires où ils n'ont plus la parole, ils ne peuvent plus exercer finalement la démocratie dans leur pays. Et en même temps, c'est le djihad qui s'impose aussi. Donc, c'était très difficile de se maintenir. On ne peut pas gérer les pays à leur place. Et donc, c'est très difficile. C'est vrai qu'il y a des problèmes sécuritaires dans l'ensemble du Sahel qui vont s'aggraver. Mais c'est pas à la France de gérer les pays à la place des pays. Il y avait, il me semble, un représentant africain qui demandait une force internationale Oui, d'intervenir pour la menace qu'il y a actuellement en ce moment, toujours au Sahel. voilà. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de, il y a un certain nombre effectivement de personnalités africaines qui disent mais attendez, si, c'est très bien ça maintenant, mais à partir du moment où finalement les gens nos putschistes, ils sont pas capables de nous protéger, il faudrait qu'il y ait une force internationale qui vienne nous aider. Mais malheureusement, on n'est plus, malheureusement ou heureusement, c'est une période révolue. Les Nations Unies comptent de moins en moins. On voit que toutes les forces des Nations Unies en Afrique, en particulier la mission des Nations Unies qu'il y avait au Mali et dans l'ensemble du Sahel, c'est fini. Je veux dire, on voit bien que des pays comme le Centrafrique ou ailleurs, il y a encore des missions des Nations Unies en Centrafrique, il y a une mission des Nations Unies dans des pays comme aussi le Congo, la RDC, mais petit à petit, la RDC demande, ça n'a pas empêché aussi la guerre à la frontière avec le Rwanda. Donc on voit bien qu'il ne faut plus compter, il ne faut plus que les Africains comptent sur des forces extérieures. Ça ne peut se faire qu'à l'intérieur des pays. Donc c'est très important. Il peut y avoir des aides, il peut y avoir de l'aide humanitaire, mais les aides militaires, c'est la période est révolue. Dernière question, ça m'intéresse d'avoir ton avis d'éminent journaliste. Comment tu vois l'Afrique? Il y a on prévoit 2,5 milliards d'habitants en 2050 contre 1,5 aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois l'Afrique dans les 10, 15, 20 prochaines années? 2050, les habitants représenteront 25% de la population mondiale. C'est quoi? En, C'est le continent de demain? en 2050, les gens ne réalisent pas, mais il y aura un habitant sur Terre sur 4 qui sera africain, hein, à peu près. Très honnêtement, moi j'ai toujours été quand même d'abord l'Afrique aux Africains, hein, c'est à eux, pour le meilleur et pour le pire. Hein, ça veut dire, ça va être un peu dur, hein, ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut laisser les Africains se démerder, c'est leur problème. C'est leur problème. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'humanitaire, ça ne veut pas dire qu'il faut aider l'Afrique, mais on a trop, comme ça, utilisé l'Afrique pour des motifs extérieurs. En particulier, la France, c'est vraiment à eux de se débrouiller. À un moment donné, il peut y avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre toutes les relations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser. Moi, je suis beaucoup plus d'échanges, en particulier, beaucoup plus. Qu'on puisse circuler beaucoup plus en particulier la France et l'Afrique, là au moment où il y a de moins en moins de visas. Mais c'est vraiment l'Afrique aux Africains, donc c'est très difficile de se projeter. Moi, je ne suis pas pour que la France et l'Europe se bunkérisent par rapport à ce continent, parce que C'est ce qui risque d'y avoir, tu ce penses? qui risque d'y avoir, c'est une bunkérisation. Ça veut dire que Pourquoi? l'Europe se bunkérise. Se bunkérise, ça veut dire que la France se ferme alors qu'on sait il y a une chute de la démographie en France et ailleurs dans l'ensemble de l'Europe. Donc il faut quand même qu'il y ait des échanges parce que si on se bunkérise trop, finalement c'est des pays comme la Chine ou d'autres autres pays qui vont en profiter. C'est ce qu'on appelle les BRICS. Hein. Ça veut dire les BRICS, c'est ces pays, cette coopération sud-sud avec le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et autres.
qui vont finalement vivre entre eux, en dehors finalement de l'Europe et des anciennes puissances du Nord. Donc c'est très mauvais qu'il y ait un affrontement Nord-Sud à nouveau, et c'est très important qu'il y ait cette ouverture. Mais franchement, globalement, moi je suis pour vraiment c'est vraiment aux Africains, ça mettra du temps, et ça sera pour le meilleur et pour le pire, mais c'est leur problème. C'est vraiment le problème des Africains. Ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Et c'est pas simplement le monde salle d'attente, c'est pas simplement les chefs d'État africains. Moi, j'ai tas de copains africains, bah, ils vont étudier en Chine, ils vont étudier en Russie. Mais donc c'est Ils les essaient forces vives du pays qui c'est les s'en vont, forces vives du pays, enfin du malheureusement, continent. qui partent. Je veux dire, c'est pas normal qu'il y ait dans nos hôpitaux des internes béninois qui sont sous-payés parce qu'ils font les nuits et qu'il n'y ait pas suffisamment de médecins dans les hôpitaux bénins. Bon, c'est toute une politique, mais c'est leur affaire, c'est plus la nôtre. Merci beaucoup Antoine. Bah, merci à toi, hein, c'était un plaisir. Eh bien, il a tout dit sur la relation France-Afrique, basée sur le profit. C'est normal, tout à fait normal qu'au bout d'un moment, que ça s'arrête.